Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Bienvenue chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Cela fait plusieurs semaines que le Rwanda avait signé un accord de partenariat, sinon un accord pour que les demandeurs d'asile en Grande-Bretagne puissent passer par le Rwanda. Cet accord, en tout cas, qui tourne autour de l'immigration, vous savez, c'est une question qui aujourd'hui est à la une. C'est parmi en tout cas les problèmes, sinon les défis mondiaux auxquels ou sinon font face les pays, notamment les pays dits développés ou notamment pour ce qui est des jeunes, vont chercher la vie de l'autre côté de la planète. Après plusieurs semaines, le Rwanda, de son côté, attendait depuis plusieurs semaines ces demandeurs d'asile en Grande-Bretagne d'être envoyés au Rwanda en attendant que leur situation soit décantée pour que ceux-là à qui l'asile sera admis puissent entrer en Grande-Bretagne. Tout d'abord, ici dans notre studio, nous allons comprendre déjà les tenants et les aboutissants de cet accord et surtout, est-ce que c'est un accord qui rentre dans les lignes du droit international. Et après, dans notre deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la question sécuritaire entre le Rwanda et la RDC. Les derniers propos du président congolais Antoine Tshisekedi prouvent, en tout cas, sonnent comme une menace pour la sécurité du Rwanda. Comment a-t-on en arrivé par là et surtout, quelle est la réaction du gouvernement du Rwanda après les propos du président congolais Tshisekedi? Dans ce studio, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Maître Alain Mukuralinda. Bienvenue, Maître. Merci, merci. Voilà, toujours un plaisir d'être avec vous. Tout d'abord, Maître, avant déjà d'arriver à l'actualité, pour revenir déjà à cet accord sur l'immigration, est-ce que la toute première question, c'est de savoir est-ce que c'est un accord qui rentre déjà dans le cadre et qui est compatible avec le droit international? Oui, c'est un accord qui est compatible avec le droit international. Et d'ailleurs, je pense que la décision le montre bien. On nous parle du fait que les migrants ne pourront plus venir au Rwanda parce qu'il y aura une menace pour eux. Et quelle est la menace qu'on a précisée dans la décision? C'est que apparemment le Rwanda n'allait pas respecter le dit accord parce que il y a un risque que le Rwanda fasse retourner les migrants dans leur pays d'origine. C'est ce qu'on a prétendu. Ouais. Bon, ça veut dire que si le problème, c'est que le Rwanda n'allait pas respecter cet accord. Ce n'est pas parce que l'accord en soi viole tel ou tel traité ou telle convention internationale. Donc pour vous, le Rwanda, la démarche du Rwanda avec la Grande-Bretagne, ça rentre et ça s'enregistre dans le droit international. Vous n'avez violé aucun de droit. Premièrement, il faut rappeler que le Rwanda n'était pas demandeur. Voilà. Mais la proposition a été faite par le gouvernement anglais. Bon, après avoir bien sûr, je suppose que le gouvernement anglais n'a pas choisi le Rwanda sans avoir fait ses propres enquêtes, sans avoir fait chercher ses informations. Bon, ici, il a estimé que voilà, il pouvait conclure cet accord avec le Rwanda. Il l'a proposé au Rwanda. Le gouvernement rwandais l'a examiné et s'est rendu compte que, à part le fait qu'il fallait que le Rwanda avait et les Rwandais avaient cette expérience d'avoir été réfugiés, d'être partis, d'être revenus. Nous avons aussi une expérience d'accueillir des... Aujourd'hui, nous avons plus de 130 000 réfugiés ici au Rwanda. Nous avons accueilli des migrants qui sont venus de la Libye, en provenance de différents pays qui ont traversé le désert, mais qui ne parvenaient pas à traverser la mer. Nous avons accueilli des réfugiés de sexe féminin qui sont partis d'Afghanistan. Aujourd'hui, tout le monde connaît la condition féminine dans ce pays. Donc, nous avons cette expérience. Et puis, d'un autre côté, on voit aujourd'hui les jeunes, parlons de l'Afrique, les jeunes Africains qui partent
la plupart du temps, on voit le dernier étape quand ils traversent la mer. Mais on oublie qu'avant de traverser la mer, il faut traverser d'autres étapes. Le désert. Et personne ne sait vraiment aujourd'hui, ne sait combien de gens perdent la vie dans le désert. On ne sait pas combien de gens perdent la vie dans la mer. Et d'un autre côté, il y a aussi les malfaiteurs qui traitent des gens comme des animaux. On les vend, on les viole, on leur prend leurs biens. Et tout ça, le Rwanda a dit, oui, tout le monde regarde, personne ne propose une solution. Au moins, il y a un gouvernement qui propose une solution. Allons-y et essayons de voir ce qu'on peut faire pour essayer de lutter contre ce trafic. Au moins, il y a une proposition qui a été faite, qui a été mise sur la place publique. Ça a été discuté, et ça a été attaqué dans les cours et tribunaux, et c'est normal. Voilà. Vous parlez des cours et tribunaux. Vous êtes un homme de droit. Mais lorsque, par exemple, la Cour suprême britannique se prononce en allant un peu plus loin, en disant que ils ont certaines craintes sur déjà le fait que ces réfugiés ou ces demandeurs d'asile puissent être retournés dans leur pays d'origine sans déjà leur vouloir. Est-ce que dans tout ce que le gouvernement, la Cour suprême britannique a dit, le Rwanda, sachant qu'il n'est pas demandeur, c'est la Grande-Bretagne qui a demandé au Rwanda, vous vous êtes senti touché, l'image par exemple du pays, vous dites, non, déjà on est dans cette dynamique, et le fait qu'on puisse vous voir sous une autre forme ou sous une autre optique, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, à lire le communiqué du gouvernement, c'est que l'image du Rwanda et l'image du Rwanda risque d'être écornée si on laisse passer. Premièrement, il faut bien être clair. Le Rwanda, le gouvernement rwandais respecte les décisions des cours et tribunaux. Surtout quand c'est une décision qui est prise en dernier ressort. Recours, ouais. Et je sais très bien que c'est la même chose pour le gouvernement belge ou français ou anglais. Tout le monde respecte les décisions des cours et tribunaux. Mais ce n'est pas parce qu'on respecte ces décisions qu'on ne peut pas critiquer ou dire ce qui ne va pas. On n'est pas d'accord avec ce point. On n'est pas d'accord avec ce point. Le fait de dire que les migrants, les réfugiés seront menacés par le fait qu'ils allaient être renvoyés dans leur pays. Ça veut dire que le juge en Angleterre a décidé que le Rwanda n'allait même pas respecter ce contrat entre lui et le gouvernement anglais. Alors on sait très bien que quand un contrat est signé entre deux parties, ce contrat devient la loi qui va régir les relations de ces deux parties. Et deuxièmement, c'est vrai que le Rwanda n'était pas demandeur, ce qui fait que d'ailleurs le Rwanda n'était pas parti à ce procès. Mais rien n'interdisait, rien n'empêchait le juge de se dire, voilà, ici on est en train de me parler d'une autre partie, le Rwanda. Je le vois quand même que je vois sa signature sur le traité. Je peux aller faire des enquêtes là-bas. Il ne l'a pas fait, personne ne le lui avait interdit. Deuxième moment, il pouvait appeler le Rwanda comme un gouvernement qui venait donner des informations sur ce point, ou devenir carrément un témoin, ou pourquoi pas, l'obliger à venir comme partie et lui dire qu'à partir de ce moment-là, tu fais partie de ce procès, et donc, monsieur le représentant du gouvernement, veuillez nous expliquer ce qui se passe chez vous. Pourquoi est-ce qu'on dit que les migrants qui arrivent chez vous sont renvoyés dans leur pays? Et on s'est quand même informé, quand on a lu ça, on se disait que peut-être il y avait eu 3, 4, 5 ou 10 dossiers qui concernaient des gens qui auraient été obligés de retourner dans leur pays, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai, vous le dites bien, vous respectez bien les décisions de la justice, aussi bien ici au Rwanda en tant que gouvernement, et aussi les décisions de la justice sous d'autres cieux. Est-ce que, à un certain moment, vous avez senti qu'il y avait d'autres motivations, par exemple, derrière ces décisions? Est-ce qu'il y aurait-il des gens, par exemple,
qui ont poussé ou qui ont influencé d'une manière ou d'une autre le jugement ou des hommes de droit, par exemple, de dire... Mais je pense que ça serait trop s'avancer et dire que le juge aurait été influencé par tel ou tel, parce que j'aimerais bien croire que le juge est vraiment indépendant. Mais je me dis qu'il y a une façon de faire. Je vous ai parlé du fait que le juge n'a pas daigné ou n'a pas senti l'envie ou l'importance de vérifier. Là, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est des préjugés qu'on a? Est-ce que c'est des influences qui viennent de tel ou tel? La question se pose. Parce que dire seulement qu'on n'envoie pas les migrants parce qu'il y a risque qu'ils soient renvoyés dans leur pays, même si, parce qu'on sait très bien, que ce soit en Angleterre, en France ou en Belgique, aux États-Unis, quand les gens viennent demander l'asile ou qui viennent comme migrants et qui déposent leur dossier et qu'à la fin de la procédure, il y a un refus, qu'est-ce qui se passe? On les renvoie chez eux. Donc renvoyer un migrant, un demandeur d'asile ou un migrant, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas nouveau. Pourquoi est-ce que le juge n'a même pas demandé? S'il y a 2, 3, 4 dossiers, s'il y a 5 ou 6 personnes qui ont été renvoyées, ils ont été renvoyés, pourquoi? Il aurait pu poser la question. Et parce que c'est comme si on a agi comme si il y en a qui sont arrivés et qui sont directement repartis. Vous vous sentez lésé, par exemple? Non, pas lésé. Ouais. Mais on nous accuse de quelque chose qu'on n'a pas vérifié. D'une situation dont vous n'êtes pas responsable. Vous pensez que la justice britannique aurait dû aller loin oui, on peut en être responsable. Dans sa quête des informations. Exactement. On peut en être responsable et avoir des explications. C'est ça le plus important. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé d'explication. Et puis de notre côté, je crois qu'on a même précisé les nationalités syriennes et afghanes, je crois. Mais si demain, on vient vérifier et qu'on trouve qu'on a accueilli des Iraniens, des Irakiens, des Égyptiens, pourquoi? Pourquoi il y aurait eu une différence entre ces deux nationalités? Il doit y avoir une raison qui a fait que les autorités rwandaises compétentes ont dû juger que non, tel ne peut pas être reconnu comme migrant ou comme réfugié à cause de 1, 2, 3, 4, à cause de ces des raisons, voilà. X, Y. Ce que je veux savoir, ça c'est une décision de la Cour suprême, mais juste après la publication, sinon l'officialisation de cette décision, le Premier ministre britannique a immédiatement dit clairement, dans des termes très clairs, que le gouvernement britannique et le gouvernement rwandais allaient travailler, sinon sont déjà à pied d'œuvre, travaillent sur un nouveau traité. Déjà, pour l'opinion publique, qu'est-ce que ce nouveau traité va amener ou va avoir différent de ce qui avait déjà avant, parce qu'il est même allé loin en disant qu'on allait considérer certains points de ce que disent les droits internationaux, notamment les droits d'immigrants. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a, par exemple, certaines considérations qui ont été émises dans le premier traité? Donc, je pense que si les deux gouvernements sont convaincus qu'il peut y avoir un autre traité, d'ailleurs ce n'est pas interdit, ce n'est pas parce que le premier traité a été refusé par les cours et les tribunaux qu'on ne peut pas faire un autre traité. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'il a été refusé qu'on ne peut pas améliorer le même traité. Et puis, si on estime que, si les deux gouvernements estiment que ce qui a été reproché au premier traité, et peut-être qu'on peut corriger ça, qu'on peut améliorer, qu'on peut rajouter des choses ou les modifier, que c'est faisable, pourquoi pas? Je suppose que si ces deux gouvernements s'étaient rendus compte que c'était carrément entre guillemets, cuit, qui n'avait pas moyen de revenir en arrière, il n'aurait pas pris ces décisions. Donc, moi, j'estime que si le gouvernement anglais estime qu'il y a moyen d'améliorer ou de faire notre traité, c'est qu'il y a une possibilité.
C'est qu'il estime que ce qui a été reproché au premier traité n'est pas aussi grave que on peut laisser comme ça ainsi cette situation. Et d'ailleurs, ça fait presque 2 ans que le premier traité a été signé. Il a été critiqué, ce qui est bien. Ça alimente les débats. Il a été même attaqué devant les cours et tribunaux, mais aucune proposition par rapport à ce qui se passe n'a été faite. Aucune. Proposition, vous parlez d'une alternative, par exemple, on dit, par rapport, il y a ce traité, mais nous on propose ça. Voilà. C'était une occasion de se dire que voilà, le gouvernement rwandais, ce que propose le gouvernement anglais et rwandais, c'est vraiment terrible, entre guillemets. À nous aussi de faire des propositions. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune autre proposition. Alors pourquoi pas le gouvernement anglais ou un autre gouvernement ne ferait pas une autre proposition par rapport à ce qui a été refusé par le juge. La question de l'immigration, c'est une question qui est à la une, en tout cas, comme je l'ai dit dans mon introduction. C'est tellement à la une, comme tu le dis, parce qu'aujourd'hui, c'est un des défis mondiaux aujourd'hui. Oui. Et il y a une question qui se pose. Oui. Heureusement que tu en parles. Parce que dernièrement, je suivais le journal sur une des chaînes internationales. On nous parlait des réfugiés syriens, irakiens, des milliers, qui sont bloqués en Turquie grâce aux accords entre la Turquie et l'Union européenne. Et chaque année, ou je ne sais pas si c'est chaque année ou si chaque mois, il y a des millions qui sont payés par l'Union européenne pour que la Turquie garde ses migrants, ses réfugiés. Avez-vous jamais entendu parler d'une attaque contre ce genre de convention? Pourquoi est-ce que ça se fait? Mais il y a déjà l'exemple, par exemple, du Maroc, avec le Maroc aussi qui a des traités avec l'Union européenne par rapport aux migrants africains. Qui passe par l'Espagne. Oui. Il y a la convention entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre paie à la France pour que la France garde les migrants sur son territoire. Notamment sur la partie... Voilà. Pourquoi est-ce que ça pose un problème quand il s'agit d'un pays Afrique noire et... Pourquoi est-ce que ça pose un pays occidental? Voilà. Lorsque vous dites ça, par exemple, je dois en déduire que pour vous, par exemple, est-ce qu'il y a une récupération politique de cette situation? Parce qu'après, on a vu des réactions. Oui, vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a eu une récupération politique? Je crois qu'il y a une... Je ne sais pas si je peux qualifier ça de cela d'une récupération politique, mais... on a vu quasiment des politiques. Oui, des politiques, des hommes d'église, des ONG, tout le monde a critiqué. C'est ce que je disais. Tout le monde était contre. Il y a même le HCR ici. Il a été donné des informations comme quoi il y a des choses qui ne marchaient pas dans notre procédure. Et on se demande pourquoi attendre un procès contre quelqu'un avec qui vous travaillez depuis, je pense qu'il y a plus de 50 ans que le HCR est ici. On a très bien travaillé ensemble. On travaille toujours bien ensemble et on travaillera toujours ensemble. Donc si tu travailles avec quelqu'un, tu n'attends pas un procès pour aller donner des informations alors que tu peux les lui donner directement. Et là, on se pose aussi des questions. Ouais. Comme tu disais, si c'est des récupérations politiques, de critiques, mais tout le monde a critiqué, c'est bien. Et comme je l'ai dit, ça alimente le débat. On n'est pas contre les critiques. Mais aujourd'hui, critiquer sans proposer de solution, je pense que ça répond à ta question, la précédente question. Pourquoi les deux gouvernements sont prêts à refaire le même processus ou l'améliorer, mais ils se disent qu'il faut trouver une solution. Il ne faut pas continuer à laisser les gens mourir comme ça. En tout cas, le Premier ministre britannique a carrément dit qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il est déterminé. Aller jusqu'au bout. Ce qui est normal parce que son parti, c'est l'une des propositions qu'il avait fait, que le parti avait fait lors des élections. Donc, si vous avez promis quelque chose à la population et que vous avez été voté sur ce programme, il faut mettre en application ce que vous avez promis à la population.
Et de votre côté, par exemple, du Rwanda, aujourd'hui, vos partenaires en international qui vous regardent, des partenaires, par exemple, africains, on sait que le Rwanda est un des pays qui ont pris le devant, par exemple, pour récupérer, sinon trouver un asile pour les réfugiés en situation de désespoir, en Libye notamment. Et le président Kagame qui insiste toujours sur une solution pérenne à la question d'immigration. Et on va même très loin en disant que c'est l'Afrique qui paye le gros prix. Avec ce chapeau des gens qui ont pris le devant à donner un bon exemple, avec des moyens restreints, les moyens que le pays possède. Vous avez un combat aujourd'hui à mener par rapport à l'image déjà que vous aviez et l'image que cette affaire, ou sinon en tout cas cette décision de la justice britannique a pu, par exemple, éclabousser? Je pense que même s'il y a combat, ce n'est pas vraiment un combat terrible. Parce que de toute façon... C'est de bonne guerre. Les informations sont sur la place publique. Et d'ailleurs, si vous avez bien écouté ce qu'a dit le Premier ministre du gouvernement anglais, il a dit « Je connais bien le Rwanda, je connais la situation, j'ai parlé avec le président de la République, c'est un pays sûr. » Ce n'est pas la seule personne à affirmer que le Rwanda est un pays sûr. Ce n'est pas parce que, comme je l'ai dit, un juge a décidé qu'aujourd'hui, la sécurité n'était pas assurée pour les migrants qui viendraient au Rwanda, que la sécurité n'est pas assurée pour tous les Rwandais. Je vous ai parlé de plus de 130 000 réfugiés qui sont ici. Parmi eux, il y en a qui sont ici depuis 10, 15, 20 ans. Ils n'ont jamais eu des problèmes. Même s'il y a des problèmes, ce n'est pas des problèmes, je dirais, récurrents qui reviennent chaque fois. S'il y a eu des difficultés, c'est des difficultés qui peuvent être résolues comme ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quel pays. Il n'y a pas eu de catastrophe pour décider que cet accord ne peut pas être appliqué. Donc aujourd'hui, oui, il faut bien expliquer, oui, il faut poser des questions, parce que si on se tait, si on ne dit rien, on va considérer qu'on est d'accord avec ce qui se dit dans la décision. Et là, le Rwanda n'est pas d'accord sur certains points. J'aimerais bien peut-être, pour déjà quitter cet élément sur les réfugiés, j'aimerais bien que la technique puisse nous proposer un reportage pour ce qui est des réfugiés qui sont au Rwanda, dont certains se sont déjà intégrés dans la société rwandaise. Ce sont des réfugiés qui sont là depuis un certain moment. On a parlé de la situation des réfugiés qui étaient bloqués, des émigrants qui étaient bloqués en Libye. On va voir un peu déjà la prise en charge et surtout l'intégration de certains de ces réfugiés qui sont au Rwanda. C'est pour la plupart des gens qui viennent de très loin du Rwanda et qui aujourd'hui, grâce à cette prise en charge, sont en train de retrouver l'espoir de leur vie. On va suivre ce reportage de Jean-Damascène Manishim. Ça fait plus de 3 mois que les étudiants soudanais de l'Université des sciences médicales et de la technologie de Khartoum sont au Rwanda pour terminer les études, suite à la guerre qui fait toujours rage dans leur pays d'origine. De leur arrivée au Rwanda, ces 200 étudiants de la 4e année de l'Université des sciences médicales et de la technologie de Khartoum ne pouvaient pas cacher une immense joie de retrouvailles, parce que longtemps après avoir fui le Soudan, finalement, ils se retrouvaient encore une fois et de façon inattendue au Rwanda. Plus de 3 mois après leur arrivée au Rwanda, le sentiment de satisfaction anime toujours les étudiants soudanais qui, en plus des études de médecine, exercent déjà leur métier au centre hospitalier universitaire de Kigali, à l'hôpital Roi Faisal et ailleurs. J'ai été surpris plus que je ne m'y attendais. J'ai été émerveillé par les gens, le climat, le pays, la culture, tout ce qui concerne le Rwanda.
Nous avons été bien accueillis et touchés par la façon dont les gens sont gentils et très serviables. Les villes sont propres, le climat est agréable. Mes attentes ont été dépassées. Les gens sont très bons et bien accueillants. Il nous a été facile de nous rassembler et de voyager à travers le Rwanda. Ça, c'est une excellente opportunité et une grande chance que d'autres universités n'ont pas eu. Nous sommes heureux de faire cette expérience ici au Rwanda. Nous sommes très reconnaissants et nous espérons poursuivre nos études jusqu'à la fin. Quitter le Soudan pour venir ici au Rwanda, ça nous a permis de mettre en pratique ici au Rwanda ce que nous avons appris au Soudan. Nous avons apporté ici notre savoir du Soudan et un jour, nous espérons pouvoir apporter au Soudan ce que nous avons appris ici. We're spreading whatever we've learned from Sudan, we're bringing it here, and whatever we're learning from here, we hope to take it back to Sudan with us one day. À part ces étudiants soudanais, le Rwanda est une terre d'accueil pour d'autres migrants venus essentiellement de Libye. Au Rwanda, ils ont déjà trouvé le rythme d'une vie normale. C'est l'heure du déjeuner pour les migrants du camp de transit d'Obeshora à une cinquantaine de kilomètres au sud de Kigali, la capitale rwandaise. Au menu, le pain ne manque jamais. Quoique la vie se soit améliorée par rapport à la situation qu'ils vivaient en Libye, ils sont loin d'oublier ce qu'ils ont vécu. C'est le cas d'Aboubacar Ishaka Abdulkarim, 35 ans et soudanais d'origine. Moi, j'habitais au Darfour. Quand la guerre civile a éclaté en 2003, tout notre village a été incendié et les gens ont été découpés. À l'époque, j'étais âgé de 17 ans. J'ai vu ce drame de mes propres yeux et je ne peux jamais l'oublier. Notre famille a été dispersée, chacun de son côté. Par chance, nous nous sommes retrouvés après 3 mois. Et malheureusement, mes 2 petits frères, mon oncle et mon grand frère avaient été tués. Ce témoignage d'Aboubacar est partagé par nombreux autres migrants comme Julom, une Érythréenne arrivée au Rwanda en 2019. Après 3 ans de souffrance en Libye. La vie de Libye était très dure. Il m'est difficile de vous l'expliquer maintenant car j'ai passé 3 ans dans les ténèbres de ce pays. À part l'emprisonnement, nous avons été violés. Et ils violaient même les femmes enceintes. J'ai tenté de traverser illégalement la mer, mais je n'ai pas réussi. Attrapé, j'ai été emprisonné pendant 10 mois. La vie était impossible dans une prison souterraine très froide. C'était une vie pénible. On nous donnait de la nourriture par exemple juste à côté d'une fosse qui servait de latrine à nous tous et nous étions très nombreux. Pour manger, il n'y avait pas d'assiette. Il fallait recevoir la nourriture sur ses mains, quoique très chaude. Était autorisé à sortir de la prison celui qui devenait trop maigre, 28 kilos pour une fille et 35 pour un garçon. Et être libéré n'était rien d'autre qu'être expulsé sans savoir où aller, sans téléphone de secours. Par hasard, tu trouvais de l'aide. Pour briser l'ennui, au camp de transit, les migrants se livrent à certaines activités. Certains s'initient à l'informatique, tandis que d'autres se préparent à passer des tests d'obtention d'un permis de conduire automobile, ce qui ranime à eux l'espoir de bien vivre. Nous menons une vie meilleure au Rwanda. La paix et la sécurité sont totales. C'est une vie calme, rien ne nous tourmente. Le climat est très bon. Nous sommes bien nourris. Les Rwandais s'aiment beaucoup. Vraiment, je n'ai rien contre le Rwanda. Jusqu'à maintenant, le Rwanda a accueilli au total plus de 1200 migrants venant essentiellement du Soudan, de l'Érythrée. Merci beaucoup à Jean Damascène Manchimwe, monsieur le porte-parole adjoint. Je voulais vraiment qu'on suive cet élément vers la fin déjà de ce sujet. Après tout ce qu'on a dit sur ce traité et toutes les réactions que cela a suscité et un tel reportage, on a l'impression que c'est 2 pays différents qui ont été décrits. C'est la première fois que je vois ce reportage. Et bien sûr, on réserve toujours des surprises. C'est aussi notre boulot. Voilà. Et ça confirme ce que j'ai dit. Comment aurait réagi le juge s'il avait visité les mêmes personnes? Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés hier au Rwanda. Voilà. S'il avait pris la peine de venir voir ce qui se passe réellement au Rwanda et avec les réfugiés et avec les migrants. C'est une question qui se pose. Comment est-ce qu'il aurait réagi? Est-ce qu'il n'aurait pas réagi différemment?
Parce que quand même voir des migrants qui arrivent, des réfugiés qui arrivent et qui du jour au lendemain travaillent dans nos hôpitaux. C'est vrai que peut-être ils étaient en 4e, 5e année de l'université, ils étaient avancés. Bon, ils ont la chance d'arriver dans un pays où on parle anglais, ils parlent anglais donc, et ils sont tellement bien qu'ils commencent aussi à te parler de la sécurité, de la propreté, du climat. Je pense que le juge aurait réagi différemment. Mais malheureusement, on ne le saura jamais. C'est pour cela que je dis que peut-être c'est l'une des raisons qui pousse le Premier ministre à dire non, il faut qu'on fasse ce traité parce que nous avons plus d'informations. Nous avons Vous dites vérifié. Que le Premier ministre britannique, oui. C'est une des situations qu'il connaît, dont il a les informations. Voilà. Je crois qu'il ne va pas se baser seulement sur les on-dit ou les préjugés. Il se dit j'ai des informations solides sur lesquelles je peux me baser pour dire qu'on peut faire ce traité. Donc, on aurait dû faire, le tribunal aurait dû faire la même chose. Ces gens sont ici grâce aussi à l'aide du HCR. Il n'y a pas 72 heures. On a accueilli d'autres 169 personnes qui sont venues de la Libye. Pourquoi d'un côté on continuerait à accueillir des gens qui viennent d'un peu partout, mais que de l'autre côté on affirme que non, ce pays n'est pas sécurisé pour les migrants et les réfugiés. C'est contradictoire. Voilà, je pense que, comme vous l'avez bien dit, attendons voir déjà à quoi le nouveau traité va aboutir entre le gouvernement du Rwanda et la Grande-Bretagne, notamment tout ce que nous on souhaite, c'est en tout cas une situation, sinon une issue favorable pour ces demandeurs d'asile. Et surtout, on insiste bien, c'est une demande de la part du gouvernement britannique. Le Rwanda n'est qu'un pays d'accueil, c'est qu'un pays qui a proposé de donner sa main, de prêter sa main, en tout cas pour ces demandeurs d'asile. On va changer un peu de cap pour revenir dans la région et parler de la sécurité, notamment aux frontières du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Nous avons passé plusieurs mois maintenant d'un climat tendu. En tout cas, il y a eu des efforts de la région pour stabiliser notamment la partie est du pays. Tout d'abord, avant d'arriver et de revenir sur les derniers propos du président congolais Antoine Tshisekedi, qui a proféré des menaces sur le Rwanda, j'aimerais tout d'abord, M. Alain Mukuralinda, qu'on puisse faire un état des lieux, par exemple, de la situation sécuritaire au niveau de la région. Êtes-vous, par exemple, vous, inquiet de la tournure dont les choses ont pris? Par exemple, il y a la force régionale qui peine à faire son travail. En tout cas, c'est clair. Il y a les forces de la SADC qui devraient arriver, en tout cas, dans les prochaines semaines. On a la MONUSCO qui s'en est mêlée. Est-ce que, il y a quelque temps qu'on vous a accueilli ici, vous étiez très optimiste? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que vous êtes toujours optimiste par rapport à la situation sécuritaire dans la région? Moi, je pense que ce qui est plus inquiétant, c'est le comportement du gouvernement congolais. Pas des autres acteurs qui sont là? Non, parce que le premier responsable, que ce soit de la sécurité des Congolais, que ce soit de négociation, s'il y a négociation, que ce soit de la volonté de résoudre ce problème, c'est le gouvernement congolais. Et ce que nous constatons, c'est que la volonté de ce gouvernement à aller vers la paix, la volonté n'est pas là. Et même, vous avez un peu cité le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Est-ce que le discours qu'il a tenu il y a 48 heures ou 72 heures est un discours apaisant, un discours prouvant que voilà, le gouvernement veut vraiment résoudre ce problème par les négociations, par les discussions, ou c'est un discours, vous avez parlé d'un discours menaçant. Moi je dirais, vu ce qu'il a affirmé
avec assurance, avec fracas. En tout cas, une chose est sûre, Monsieur le Président ne parlait pas de la paix. Parce que si vous êtes devant la presse internationale, c'est bien choisi. Parce que quelques heures avant, 48 heures avant, il était devant le Parlement et le Sénat ensemble. Il n'a pas dit un mot comparé à ce qu'il a dit devant la presse internationale. Parce que devant la presse, il a bien affirmé que voilà, aujourd'hui, nos hélicoptères ont été réparés. Tout à l'heure, on va suivre un des morceaux, quelques morceaux de son interview. Mais pour vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'espoir? Non, il y a toujours de l'espoir. Parce que je dis pas beaucoup quand même. Non, il y a toujours de l'espoir. Parce que j'ai dit, on a de l'espoir, mais il y a un problème de volonté de l'autre côté. Ça veut dire que si demain, le gouvernement change de position, le problème peut être résolu. Mais tant que le gouvernement reste dans la voie de la confrontation, là, il y a un problème. Ça, c'est juste une question de volonté politique. J'aimerais bien, avec l'aide de la technique, qu'on puisse suivre un extrait, tout d'abord, le tout premier extrait de la dernière interview que le président Tshisekedi a accordée à nos confrères de France 24, où il revient sur notamment cette situation latente. Et en tout cas, il n'y va pas par le dos de la cuillère. Des mercenaires. Vous avez aussi remis en état de marche une flotte d'avions et d'hélicoptères, d'avions de chasse et d'hélicoptères armés, bien sûr. Vous attendez 3 drones chinois. Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens, ces renforts pour, vous êtes bien renseigné, vous. Pour peut-être obtenir une victoire de prestige avant le rendez-vous électoral du 20 décembre? D'abord, nous ne les attendons pas. Ils sont déjà là, les drones. Ils sont là depuis quelque temps. Des drones d'attaque, hein? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là? Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens pour avoir une victoire militaire de prestige avant le 20 décembre? Je crois que je vous ai dit, non, je ne joue pas avec ça. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Pas du tout. Moi, je défends les intérêts de mon pays et de mon peuple. Et je les défends avant, pendant ou après les élections. Je ne fais pas de la politique politicienne. Les drones sont là, ils parlent des drones. Peut-être pour situer aussi les gens, ce sont des drones qui ne sont pas dans la zone où se passe par exemple la guerre avec les rebelles du M23. Ce sont des zones, des drones dont les informations parlent aux frontières avec le Rwanda. Est-ce que c'est une situation, cette déclaration, qui sonne comme une menace pour le gouvernement du Rwanda? Je ne sais pas si on peut parler de menace, mais une chose est sûre, c'est une déclaration qui va dans la voie de la préparation de la guerre. On n'est pas sur le chemin de la paix, ça c'est sûr. Parce que si comme je l'allais le dire tantôt, devant la presse internationale, il est très bien conscient qu'il est devant le monde entier. On vient d'abord dire que voilà, nous avons des hélicoptères. Il y a quelque temps, on avait des problèmes de pièces, ça a été réparé. C'est bon. Nous avons des avions de chasse. C'est bon. Nous avons des drones d'attaque. Nous avons des experts militaires, comme il l'a dit, des ex-commandos, des ex-militaires qu'il a traités d'experts, mais on sait très bien que c'est pas... Faites allusion au... C'est pas je ne fais pas allusion, c'est des mercenaires. Au groupe venu de l'Europe de l'Est qui sont sur place? Non, je fais allusion à ce qu'il a dit. Des milliers d'experts militaires, anciens commandos qui sont sur place, sur le terrain, là où se fait la guerre. Bon, c'est vrai que, on a essayé de dire que quand les journalistes lui ont dit non, on parle des mercenaires, là, il a dit non, ce n'est pas des mercenaires. Mais pour parler d'experts, il faut qu'il y ait des conventions entre différents pays pour qu'il y ait des experts militaires de tel pays qui viennent former, aider d'autres militaires. Est-ce que ces conventions ont eu lieu? Peut-être.
Mais une chose est sûre, il y a des milliers d'étrangers qui se battent aux côtés de l'armée congolaise. Alors aujourd'hui, si on nous parle des experts, des mercenaires, des drones d'attaque, des avions de chasse, des avions d'attaque, des hélicoptères tout près de la frontière rwandaise ou un peu plus loin, je ne vois pas en quoi on parle de la paix dans ces déclarations. D'un autre côté, on nous parle de groupes armés qui ont été reconnus comme... on a même cité le nom, Wazalendo. On dit que ce sont des héros. Ça aussi, on va y revenir. Mais est-ce que je veux maintenant, après une telle déclaration, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement du Rwanda a pris ses dispositions? Non, le Rwanda n'a pas attendu cette déclaration pour prendre ses dispositions. Parce que la guerre n'existe pas depuis il y a 2, 3, 4, 5, 6 mois. Cette guerre dure depuis plus de 10 ans. Et puis, les menaces pour la sécurité rwandaise, pour la sécurité du pays, de la population rwandaise, ils ont toujours été bien expliqués par le gouvernement rwandais à qui voulait l'entendre. Donc, si il y a des menaces et que vous l'expliquez à la communauté internationale, aux pays amis, à tous les pays de la région, de la sous-région, et qu'il n'y a pas de réaction de l'autre côté pour essayer de diminuer ou de faire cesser ces menaces, le gouvernement rwandais prend ses dispositions. Ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda a pris ses dispositions. Les dispositions ont toujours été là. Et d'ailleurs, pour te donner un exemple, si vous avez vu quand les avions de chasse ont traversé la frontière 1 ou 2, 3 fois. Justement, il y a les fameux Sukhoi qui ont violé l'espace aérien et qui ont même frôlé la piste de l'aéroport à Rubavu notamment. Ça, c'était la énième provocation pour... S'il n'y avait pas eu des dispositions dont tu parlais là, je crois que le mouvement aurait continué. Vous voulez dire que ça, c'était un message du côté du gouvernement rwandais? Oui, il faut démontrer, il faut bien montrer. Mis en place pour... Tout est en place. On n'a pas entendu cette déclaration. Oui. Alors, ce sont des propos du président Tshisekedi qui arrivent au lendemain, peut-être moins de 2 semaines ou peut-être 2 semaines après un appel du secrétaire d'État américain Blinken, qui a appelé tour à tour le président de la République Paul Kagame et son homologue congolais. Déjà, Anthony Blinken qui demandait par exemple la réduction des hommes en uniforme le long de la frontière pour un peu baisser d'un cran la situation. Est-ce que vous n'êtes pas Anthony Blinken, mais si c'était vous qui avez fait donner un appel à un partenaire, parce que les États-Unis c'est un partenaire du Rwanda et c'est aussi un partenaire de la RDC, c'est une réponse, par exemple, de dire qu'ils n'avaient pas compris ou que... Non. Ils ne considéraient pas, moi, je dirais... par exemple, les conseils, sinon les demandes de leurs partenaires? Non, cette déclaration, elle est claire. Nous sommes dans la voie... on se prépare pour la guerre. On n'est pas dans la logique... Donc, si on se prépare pour la guerre, on n'a pas... À la désescalade? Il n'y a pas de désescalade dans la déclaration. Donc, si vous êtes dans la logique d'achat d'armes, d'invitation des experts, entre guillemets, militaires, mercenaires, de réparation des avions de chasse, des hélicoptères, pourquoi est-ce que vous baisserez le nombre de vos militaires? C'est clair. Alors, de notre côté, comme gouvernement rwandais, si de l'autre côté, on dit qu'on est en train de préparer la guerre, pourquoi voudriez-vous qu'on baisse le nombre de nos militaires? Ça nous donne raison. On n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi on ne devrait pas. Parce que le secrétaire d'État a demandé à donner conseil. Et c'est normal, il se dit, s'il y a plusieurs militaires de 2 côtés, le moindre problème, la guerre peut débuter. Éclater, oui. Oui, peut éclater. Mais si, du jour au lendemain, on vous dit que voilà, non,
Vous estimez que ce n'est pas la logique de l'autre côté? Non, non, ce n'est pas la logique. La déclaration, elle est vraiment claire. Voilà, toujours dans le même ordre d'idées. J'aimerais bien qu'on puisse suivre un autre extrait de cette même interview qui revient toujours sur la situation sécuritaire. C'est une question qui concerne aussi bien le Rwanda, mais également d'autres acteurs au niveau de la région. Moi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, son envoyé spécial dans la région, ont parlé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et ils disent craindre une guerre directe entre le Rwanda et la RDC. Oui, mais à cause de qui? Les craintes sont là, d'accord, mais guerre directe. À qui la faute? Donc nous sommes Est-ce qu'on est au bord les d'une victimes. guerre, Monsieur le Président? Mais moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc on n'a pas regardé dans notre direction, il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes? Ça, c'est notre langage qui, cette fois-ci, n'est pas voilé. Non, pas du tout. Le langage dans cette déclaration, le langage qui a été utilisé n'a jamais été voilé. C'est clair. On prépare la guerre. C'est aussi simple que ça. Il parle du secrétaire général des Nations Unies qui a exprimé ses craintes, et lui et ses collaborateurs. Lorsqu'il parle du secrétaire général des Nations Unies, carrément il parle de la MONUSCO. C'est une mission qui est sur place. Quand les journalistes posent la question, il dit, ça c'est ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit. Est-ce que aujourd'hui, lorsque le président Tshisekedi dit on a mis la communauté, on a tout dit à la communauté internationale, sachant qu'il y a eu des efforts, par exemple, de la région, qui sont... C'est la question que, par contre, le gouvernement congolais devrait se poser. Pourquoi, quand on parle à la communauté internationale, c'est toute la communauté internationale, quand on demande des sanctions, quand on demande des prises d'opposition, ça ne marche pas. On devrait se poser des questions. Ça veut dire que ce que vous racontez, peut-être les personnes à qui vous vous adressez ont d'autres informations. C'est la question qu'on devrait se poser. Parce que tout le monde ne devrait pas dire non en même temps. Donc on devrait se poser la question. Oui, j'ai parlé à la communauté internationale, j'ai expliqué à tout le monde, mais pourquoi est-ce que personne ne m'écoute? Pourquoi est-ce que personne ne réagit? Pourquoi est-ce que personne ne prend des sanctions contre le Rwanda? Peut-être que ce que vous racontez ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, vous parlez d'un seul groupe armé. Mais de notre côté, on peut dénombrer plus de 150, 200 groupes armés. Pourquoi vous Ce sont les mêmes Nations Unies qui reconnaissent ces groupes armés dans cette situation. Bien sûr, dans leur rapport. Alors, je pense que c'est la question qu'on devrait se poser aujourd'hui. Pourquoi est-ce que quand on parle de notre situation, est-ce que réellement on dit ce qui se passe, on dit ce qui correspond à la réalité? La question maintenant est de savoir, il y a le protocole de Luanda. On a eu plusieurs assises des pays de la région. C'est vrai, sous l'égide également des nations de l'Union africaine. De l'Union africaine reconnue aussi par les Nations Unies. Reconnue par les Nations Unies, c'est-à-dire, c'est quand même pas contradictoire lorsque, par exemple, le président Tshisekedi dit la communauté internationale n'a rien fait pour rétablir, par exemple, la paix dans la région, sachant qu'il y a les deux processus. Il y a, par exemple, le protocole de Nairobi, il y a aussi le protocole de Luanda, il y a aussi... Nairobi, Bujumbura. Il y a Bujumbura, il y a également plutôt Luanda. Mais ce n'est pas la première fois. Est-ce que c'est dire une chose de son contraire à la fois? Ah, bien sûr, on en a l'habitude maintenant. Aujourd'hui, vous parlez de Nairobi, de Luanda, de Bujumbura. Chaque fois, le gouvernement congolais est représenté, et souvent,
par le président de la République. Chaque fois, il paraphe, chaque fois, il signe les déclarations à la fin de ses conclaves. Mais chaque fois, la plupart du temps, arrivé à Kinshasa, on affirme le contraire. On change de langage. On change de langage et on affirme le contraire de ce qui a été signé. Je peux prendre juste un simple exemple. Quand on a parlé du déploiement de la force est-africaine, elle est arrivée et tout le monde avait signé que cette force allait être une force d'interposition, une force pour le retour de la paix. Si les belligérants avaient remis les endroits qu'ils avaient accaparés, on parlait d'une zone tampon où la force allait s'interposer. À Kinshasa, on parlait d'un mandat offensif. Exactement. Mais on peut amener le document qui a été signé. On peut me le traduire en swahili, en lingala, si vous voulez. On n'a jamais dit que c'était une force d'attaque. Mais la possibilité a été réservée parce qu'on avait dit si les groupes armés n'appliquent pas ce qui a été décidé par les chefs d'État, on pouvait demander à changer la mission. Est-ce que vous estimez, par exemple, en tant que gouvernement du Rwanda, que c'est ce double langage, par exemple, qui a rendu la tâche difficile aux forces de la région? Bien sûr, parce qu'on a même encouragé les informations sur la place publique, la population de s'opposer à cette force, de l'empêcher à mettre en application sa mission. Donc aujourd'hui, tout ça, il n'y a pas de secret. Ça a été fait publiquement. On peut parler des autres décisions qui avaient été prises qui n'ont jamais été appliquées. Les deux processus, Luanda et Nairobi, qui semblaient aller, en tout cas, de pair, aujourd'hui, on est dans une impasse. Disons-nous la vérité. Oui. Est-ce que allons-nous parler d'un échec de force de l'EAC ou des efforts de Luanda et de Nairobi? Ça peut être une non-réussite, mais je dirais aussi ponctuelle. Parce qu'il suffit qu'il y ait une volonté d'appliquer ce qui a été décidé par les chefs d'État, qu'on puisse trouver un début de... Je ne sais pas comment je peux m'exprimer, mais moi je ne parle pas d'échec. Parce que s'il y a échec, il n'y a pas espoir. Et moi, je suis convaincu qu'il y a espoir parce que tous les pays sont conscients que cette situation ne sera pas résolue par la guerre. Ça fait 10 ans qu'on est en guerre, ça fait 10 ans qu'on n'a pas trouvé de solution. Donc, il faut essayer d'autres voies. Aux dernières informations à Kinshasa, à travers la voix du ministre des Affaires, du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, déjà, il évoque l'arrivée prochaine des forces de la SADC. Quel scénario pour les citoyens lambda, les citoyens ordinaires ou d'autres observateurs, ce cocktail des forces de l'EAC, les forces de la SADC, la MONUSCO, les Wazalendo De toute façon, peu importe où allons-nous? Peu importe la force qui viendra, s'il n'y a pas la volonté politique de résoudre ce problème, ça sera exactement de la même façon que celle qui sera partie. Donc il faut le plus important est d'avoir la volonté de résoudre ce problème. Si on a la volonté, peu importe la force, l'essentiel est que cette force vienne aider. Mais la force ne viendra pas résoudre les problèmes dont la compétence incombe aux autorités congolaises. Alain Mukurarinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, merci beaucoup d'être passé dans nos studios et surtout pour l'éclairage que vous avez apporté à ces points qui font de l'actualité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à toutes les équipes au niveau de la régie qui nous ont permis de vous attendre de chez vous. Merci aux fidèles de l'émission Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission Majuscule Propos.